Mémoire d'un continent. Elikiam Bokolo. Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO. L'Afrique au rendez-vous du monde, la tête haute. Non, ce n'est pas une utopie. L'idée selon laquelle l'Afrique est au rendez-vous du monde et elle y est la tête haute. Il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des analyses sur la mondialisation prétendent parfois le contraire en disant que l'Afrique est là, mais elle n'est pas tout à fait là, elle est aux marges, elle a la main tendue vis-à-vis des autres et un certain nombre d'apparences laisserait croire qu'en effet, elle est la main tendue vis-à-vis des autres. Mais ça, ce sont des montages idéologiques, quelquefois des montages à prétention scientifique, puisque ce que les penseurs, les intellectuels et les hommes de bonne foi africains et non africains montrent, c'est que l'Afrique, elle est là, au rendez-vous du monde. Et justement, dans les rencontres que le CICIBA, le Centre international des civilisations bantoues, a organisées à Libreville, il a été donné aux auditeurs et aux participants d'entendre ces voix nouvelles. Nous recevons au micro de Mémoire d'un continent le prince Koumane Doumbé III, qui est responsable politique, comme cela se voit. Il exerce ses fonctions au Cameroun, mais c'est en même temps un enseignant chercheur, une sorte de grand maître qui circule d'un continent à l'autre, qui trouve le temps d'écrire des livres et qui anime aussi une organisation dont le nom est en lui-même un programme, Afrique Avenir. Prince, bonjour, vous venez de publier un livre, L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Quand vous prenez la Bible que les chrétiens utilisent aujourd'hui, de par le monde, est-ce que vous savez que de cette Bible-là, il y a 309 passages du livre d'Enoch dans cette Bible qu'on utilise aujourd'hui? Oh, quand vous dites Enoch, on vous dit que oui, c'est quelqu'un que Dieu a tellement aimé que Dieu l'a pris sans qu'il connaisse la mort. Mais personne ne va vous dire que Enoch, c'est un noir d'Éthiopie. Est-ce que les chrétiens, que ce soit à Rome ou à Douala ou à Kinshasa, savent que cet Enoch-là qu'ils célèbrent dans la Bible, c'était un noir d'Éthiopie? Et que cet Enoch-là a écrit son livre 9000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Je dis bien 9000 ans avant la... Et ça dit son livre, je ne veux pas aller trop loin, mais son livre, il a écrit ça pratiquement à cette fameuse période qu'on appelle dans la Bible le déluge de Noé. Combien d'Africains savent que le fameux déluge de Noé dont on parle dans la Bible, c'est une espèce d'allégorie sur ces périodes pluviales qui a eu lieu en Afrique dans ce qu'on appelle aujourd'hui le désert du Sahara. Et que ce déluge-là, pratiquement, est allé jusqu'au Cameroun du Nord. C'est-à-dire qu'il faut l'histoire maintenant, n'est-ce pas, les recherches historiques, surtout avec les manuscrits de la mer morte, etc., nous révèlent tellement de choses maintenant. Tellement de choses. Donc, je voulais tout simplement dire qu'avant d'arriver même à l'Égypte, qui a rayonné pendant 5000 ans, avant d'arriver à l'Égypte, mais il y a eu Enoch. Il ne faut pas oublier l'Éthiopie. L'Éthiopie qui était un grand centre spirituel. Quand les gens lisent dans la Bible, ils parlent de la reine de Saba. Mais j'interroge les Africains en disant, mais tu parles de la reine de Saba, tu es chrétien, tu me parles des cantiques. Mais est-ce que tu sais que cette reine de Saba, là, c'était la reine Makeda, la reine d'Éthiopie, qui est allée voir Salomon? Est-ce que tu sais ça? Il dit, comment? Une femme noire. Mais je dis, mais relis tes cantiques des cantiques. C'est le soleil qui m'a brûlé. Je suis noire, mais je suis belle. Tu crois on parle de qui? Et cette reine, donc, c'est pour ça que je dis que l'obscurantisme qu'on a amené en Afrique là, avec la religion, c'est un crime. C'est un crime. Vous ne pouvez pas dire que vous allez évangéliser les gens et vous faites comme s'ils n'ont contribué à rien et que c'est vous qui leur apportez le salut. Tandis que leurs ancêtres, c'est eux qui ont donné même les bases de ce que vous êtes en train de leur apporter.
Donc, les 42 commandements de la Matte, si vous lisez ça bien, mais c'est de là qu'on a tiré notre Père. Le Notre Père que tout le monde récite dans les églises chrétiennes. Est-ce que les Africains savent ça? Est-ce que les Européens eux-mêmes savent ça? On a enseveli cette mémoire. Maintenant, il est trop tard parce que les recherches scientifiques ont dévoilé tout ça. Et c'est pour ça que l'Afrique, elle a la tête haute. Non seulement dans sa contribution fondamentale pour la religion. Alors, est-ce que vous savez que nous avons organisé à la Fondation Afrique à venir au début de ce mois de mai 2 jours de réflexion sur religion, spiritualité et guerre en Afrique. Et c'est là où les chercheurs, nous étions très heureux, nous apportent donc des révélations que même les noms comme Jésus, Jéhovah, Maria existaient avant Jésus-Christ. Alors là, ça bouleverse les choses. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la foi des gens doivent être ébranlée. Nous, les Africains, nous sommes profondément croyants. Nous sommes profondément croyants parce qu'on croit en un Dieu unique. Mais Dieu nous a envoyés sur cette terre à travers nos pères et nos mères. Et nous vénérons aussi nos pères et nos mères parce que sans eux, on n'aurait jamais, même si Dieu nous a envoyés, on n'aurait jamais pu grandir, on n'aurait jamais pu être ce que nous sommes. Le problème, c'est que quand maintenant l'Européen vient avec son colonialisme, n'est-ce pas? Et il vient avec le christianisme en même temps. Et il veut nous faire comprendre que sa façon coloniale et européenne de comprendre le message du Christ, c'est ça que les Africains doivent aussi avaler. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vraiment, ça n'a aucun sens. D'abord, encore une fois, je dis que la dépigmentation de la peau, pour avoir une couleur blanche, ça date de 8000 ans. Tandis que l'homme noir, c'est-à-dire qu'elle a depuis 200 000 ans. 200 000 ans. Hein? 200 000 ans. Et vous, là, avec 8000 ans, vous voulez dire que c'est vous qui avez créé ce qui permet la marche du monde? Non. Chacun contribue à sa manière, selon les époques, mais l'Afrique est au rendez-vous, la tête haute, au niveau de la contribution dans tous les domaines scientifiques. S'il vous plaît, prenez l'os d'Ishango. Vous allez à Bruxelles aujourd'hui, à la place de la monnaie, il y a l'os d'Ishango que les Belges ont amené là-bas pour célébrer le début de la science. Et l'os d'Ishango vient d'où? L'os d'Ishango vient de la République démocratique du Congo et date de 20 000 ans avant Jésus-Christ. On avait déjà pratiquement une espèce de plaquette mathématique, comme nous aujourd'hui on utilise avec nos iPhones, etc. Et que les Africains ont inventé ça. Il y a 20 000 ans. Et maintenant, alors, vous voyez, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est tout le faux, toute la falsification scientifique qu'on a amené pour mettre dans la tête des Africains. Après, ils commencent à se dire, ouais, vraiment, le blanc est fort, hein, et ouais, il a inventé ceci ou cela. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance, tant il est vrai que la terre ennoblit toujours l'homme qui sait lui confier ses peines. Professeur, vous expliquez cette très longue durée, mais en même temps, il y a des coupures énormes. Bon, puisque vous êtes du Cameroun, il y a eu en général la traite, il y a eu cette coupure de la conférence de Berlin, il y a eu la mondialisation de l'économie. Alors vous expliquez que par le savoir, par la science, nous avons le moyen de reconstituer ce processus pour nous donner la force morale et intellectuelle d'aller de l'avant. Mais en même temps, vous enseignez dans les universités et vous avez fondé une fondation. Je voudrais que vous nous parliez un peu de ça, parce que Afrique Avenir, ce n'est pas une chose officielle, c'est une combinaison d'une force intellectuelle, d'une force morale, d'une volonté civique. Est-ce que c'est l'un des ressorts que nous pouvons développer par nous-mêmes, en toute indépendance, pour nous armer par rapport à l'avenir? Bon,
je vais vous dire, moi j'ai enseigné à l'université de Lyon 2, j'ai enseigné à l'université de Yaoundé jusqu'à la retraite, j'ai enseigné pendant 10 ans la chaire de politique africaine à l'université libre de Berlin, c'est moi qui l'avais. Mais j'ai constaté que quand j'enseigne en France, mais on forme les jeunes Français pour la France. Quand j'enseigne en Allemagne, on forme les jeunes Allemands pour l'Allemagne. Et quand j'enseigne au Cameroun, je vois que mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de former des esclaves pour les autres. C'est-à-dire les gens qui vont, c'est-à-dire même les ingénieurs, ce sont des espèces d'ingénieurs de maintenance des machines que les autres ont fabriquées. Alors, comme j'ai vu que je n'avais pas moyen de changer ça, quand je discute avec Cheikh Anta Diop, je vois le papyrus Rind qui est à Moscou ou à Turin, et que la démonstration mathématique, les fameux triangles, démonstration de triangles là, Thalès et Pythagore n'étaient pas encore nés. 1300 ans avant leur naissance, les Noirs appliquaient ça. Mais moi, mon enfant, quand il va à l'école au Cameroun, on lui enseigne que ça, c'est le théorème de Pythagore et de Thalès. Je suis fatigué de dire, arrêtez-moi ces bêtises scientifiques. Que les ministres des enseignements secondaires dans les pays africains prennent leurs responsabilités. On ne peut pas continuer à enseigner des mensonges scientifiques à nos enfants. Thalès et Pythagore n'ont pas inventé. Ils sont venus ici pendant 20 ans à 22 ans pour apprendre auprès des prêtres noirs. Après, ils rentrent en Grèce. Après, le colonialisme nous amène ici. Il dit que ça, c'est l'invention des Grecs. Donc, s'il vous plaît, je crois qu'il faut être sérieux entre hommes de science. Il ne faut pas faire... Et puis, au niveau de la politique, nous devons éclairer nos hommes politiques pour leur dire, attention, voilà, c'est-à-dire les falsifications qui sont en jeu. Donc, quand j'ai vu donc tout ça et que j'ai vu que nos universités forment des diplômés illettrés sur eux-mêmes, c'est-à-dire que le gars, il a la licence, la maîtrise, le master, le doctorat, n'est-ce pas? Mais il ne sait rien sur lui-même. Il ne sait rien sur son environnement. Il ne sait rien sur son pays. Mais j'ai dit, mais ça, c'est un crime. Vous ne pouvez pas organiser un génocide, parce que le génocide, c'est ce qui est structuré et organisé et financé. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire organiser un génocide intellectuel et spirituel dans vos structures d'enseignement jusqu'à l'université. Jusqu'à quand? Bon, quand j'ai vu que je ne peux pas changer ça, j'ai créé une fondation qui s'appelle Fondation Afrique Avenir, qui aujourd'hui est devenue Afrique Avenir International, parce que nous avons des sections à Berlin, des sections à Windhoek, à Paris, à Vienne, etc. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est d'offrir à la population et aux chercheurs les sources du savoir africain. Parce que le savoir africain, ça fait depuis 200 000 ans qu'il existe. Donc, j'ai créé une bibliothèque chez Cheikh Anta Diop, à la Fondation Afrique Avenir à Douala, où vous trouvez vraiment ces sources du savoir africain depuis l'origine jusqu'aujourd'hui. Bon, bien sûr, c'est un peu exagéré parce que c'est une petite structure qui ne paye pas de mine quand vous passez devant, mais nous avons quand même été déjà reconnus 2 fois comme la meilleure bibliothèque privée du Cameroun. Bon, c'est déjà ça. Mais en réalité, on veut aller vraiment au-delà, c'est-à-dire offrir aux Africains, offrir aux hommes, pas seulement, mais même à l'humanité, dire voici, vous venez là, vous voyez l'os du Shango, 20 000 ans avant Jésus-Christ. Hein? Vous voyez les fameux théorèmes qu'on attribue à Pythagore et à Thalès. Vous voyez comment on appliquait ça avec les pyramides 1300 ans avant la naissance de ces Grecs. Donc, quand vous venez à Afrique à venir, c'est ce qu'on veut vous offrir. Mais en même temps, on s'est dit, une bibliothèque, ça ne suffit pas. C'est trop intellectuel. Alors, nous essayons de collectionner les films que les Africains, par exemple, ont fait. Nous avons collectionné actuellement plus de 150 films et on projette ces films, on amène ces films dans les écoles, dans les universités. Et je me rappelle que quand nous avons amené les films africains à l'université de Yaoundé, le secrétaire général n'a pas raté une seule séance, Emmanuel Pondi. Et après, il a dit, ce que les étudiants ont appris là en moins d'une semaine, il leur faut presque 3-4 ans, ils n'apprennent pas ça à l'université. Donc, c'est ça que Afrique Avenir essaie de faire. Mais en même temps, nous avons un espace, nous avons créé un espace pour les artistes. Parce que les artistes, c'est le génie créateur. Donc, les peintres, les sculpteurs, etc. ont un espace où ils peuvent exposer. Et nous avons créé une espèce de librairie qui gère tout ça. C'est-à-dire que tout ce que les Africains publient aujourd'hui, tout c'est un peu exagéré, mais ce que les Africains produisent, vous venez à la librairie Le Génie africain d'Afrique Avenir, vous trouvez tout ça. Bon, maintenant,
depuis 1 an, nous nous sommes dit qu'il faut aller plus loin au niveau de la recherche scientifique. Il faut arrêter de dire qu'on forme des diplômés illettrés. Il faut trouver une formule. Comment travailler avec les universités pour former des gens qui travaillent à partir des sources du savoir africain. Et nous avons donc créé une école doctorale intitulée Héritage et Innovation. Leadership Management in African Affairs. C'est-à-dire, on veut former des leaders. Alors, ces leaders-là, pendant 2 ans, on leur donne une bourse et on invite donc les intellectuels, les grands intellectuels du monde pour venir à la Fondation Afrique Avenir à Douala et professer, c'est-à-dire dire leurs découvertes scientifiques au niveau des héritages scientifiques de l'Afrique, mais aussi au niveau des innovations. Parce que, est-ce qu'un Camerounais qui a fait son doctorat sait que l'ascenseur, c'est un Noir qui a inventé ça? Est-ce qu'il sait que le feu rouge, c'est un Noir qui a inventé ça? Donc, ça, on leur donne, on appelle les experts du monde entier qui exposent. Donc, c'est tout un programme que nous avons inauguré en janvier 2016 et qui forme les gens dans l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que le juriste qui vient à Afrique Avenir, il reste juriste, il reste inscrit dans son université d'origine. Mais il vient là et on lui montre que, regarde la charte Kourougan-Fouga, 1236. Est-ce que tu as déjà étudié ça? Non. On lui dit, voilà comment le Cameroun était organisé juridiquement avant la colonisation. Tu as appris ça à l'école? Non. C'est la même chose avec l'économiste. L'économiste qui est là, on lui montre, est-ce que tu sais que avant 1884, ici à Douala, il y avait le krou, c'est-à-dire la monnaie qu'on utilisait, et qu'un krou camerounais valait 20 marques allemands. En 1884-1985, jusqu'à ce que les Allemands en aient ras-le-bol et disent il n'y a plus de krou, il n'y a plus que le marque allemand. Est-ce qu'on t'a appris ça à l'école, toi qui es docteur en économie? Non. Alors, nous, à Afrique Avenir, ils trouvent donc, disons, ces sources africaines du savoir à plusieurs niveaux et on les forme dans la pluridisciplinarité. Et la dernière chose, c'est le know-how. On les envoie sur le terrain tout le temps pour qu'ils ne soient pas seulement les gens qui savent utiliser le BIC. Dernière question, très importante évidemment, la question des langues. Mais quelqu'un qui a perdu sa langue a perdu son âme. Et ça, c'est très clair. Imaginez-vous la France. Qu'en France, l'enfant va au jardin d'enfants, comme c'est les Chinois qui sont les plus nombreux maintenant dans le monde, que l'enfant à Paris aussi doit parler chinois depuis le jardin d'enfants jusqu'au doctorat. Mais vous allez perdre la France. C'est évident. Et non plus ce qu'on appelle la plus belle langue du monde. Vous allez perdre la France parce que cette élite que vous allez former avec du chinois qui ne sait plus parler français et qui doit gérer la France, elle ne pourra pas gérer la France. Et c'est ce que les autres prennent en évidence, que les Camerounais, les Sénégalais, les autres, on doit parler les langues européennes et oublier nos langues. Voilà encore un autre mensonge scientifique. Moi, j'ai écrit 70 livres, plus de 40 en langue française. J'ai publié 13 livres en langue allemande. J'ai publié en anglais, mais pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça? Parce que je suis profondément ancré dans mon Douala natal. Je maîtrise ma langue Douala. Et quand il y a ce qu'on appelle chez nous les vraies choses, mais le français, l'anglais, l'allemand disparaissent. C'est en Douala qu'on s'exprime. Je suis venu à Libreville et quand on m'a donné la parole avec ces afro-descendants, quand j'ai vu l'eau, mais c'est le Douala qui est venu. C'est le Douala qui est venu pour dire les bateaux qui ont transporté nos enfants. C'est cette eau qui a transporté nos enfants là-bas. C'est cette eau qui ramène nos enfants pour qu'on les lave et qu'on lave toutes les souffrances et les douleurs qu'il y a eu pour qu'on reprenne et qu'on rebâtisse ensemble. Merci beaucoup à vous, professeur Koumane Doumbé III, pour ces éclaircissements et les perspectives que vous dressez par rapport à l'action intellectuelle, bien sûr, mais aussi à l'action engagée dans la transformation de la société. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoult. Cette émission vous a été présentée en partenariat